Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, pour la présentation publique d'une exposition qui est intitulée Contes étoilés, une exposition donc qui aura lieu jusqu'au 23 mars prochain. Alors, pour présenter cette exposition, c'est tout d'abord une exposition collective qui s'appuie sur la thématique de l'imaginaire. Alors l'imaginaire comme faisant partie intégrante de la nature humaine. Ainsi, le collectif, puisqu'il s'agit d'une expression collective, dans son approche commune, reprend l'exemple des peintures rupestres. Et je les cite. « Car c'est bien en regardant le ciel la nuit ou les parois d'une caverne que les hommes créèrent les constellations et les scènes de chasse. L'imagination donne source aux mythes, contes et légendes. » Donc, dans cette exposition, 5 artistes coréens réunis autour d'une association, l'association nommée AJAC, Association des jeunes artistes coréens, partagent donc leur imaginaire, créant un conte en commun à l'image d'une constellation d'étoiles, d'où le titre Conte étoilé. Ici, donc, 3 des artistes qui participaient à cette exposition. En tout, il y en a 5. 3 ont pu être présents près de moi donc ce soir pour cette présentation. Alors je vais tout d'abord présenter chacun de ces artistes en espérant de pas trop écorcher leur nom. Alors tout d'abord Mi Ji-yoon. Donc vous êtes né à Séoul et vous résidez en France depuis 2012. Donc d'abord vous avez étudié la BD et le film en tant que lycéenne, et puis vous avez commencé à travailler en tant que pâtissière. Vous étiez bien loin, voilà, de l'art. Ensuite, vous décidez de vous installer à Tokyo pour continuer une carrière, mais un séisme en 2011 vous conduit à une nouvelle destination, et ce changement vous fait découvrir le monde de l'art. Et c'est la raison pour laquelle vous croyez que la vie vous sculpte, comme vous dites. Et donc en traversant l'ère que nous avons tous connue, l'ère Covid, vous commencez à fabriquer des fleurs, et fabriquer des fleurs à partir de papier toilette. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Des fleurs blanches qui signifient pour vous commémoration dans votre culture, et le papier toilette en tant que matériel, pour vous, résume le début de crise sanitaire. Donc vous avez été sélectionné en tant qu'artiste en résidence dans plusieurs pays. On peut dire donc à Paris, à Taïwan, aussi en Corée du Sud, donc à Gwangju, et aussi dans une ville en France, à Eppo-Bézu. Ça se trouve où? Eppo-Bézu, ouais, pas trop loin de Château-Thierry. Ouais, c'est juste 1 heure en voiture, donc pas trop loin. D'accord, merci. À côté de vous, alors, Young Sop-chae, j'espère de bien prononcer. Oui, je m'appelle Young Sop-chae. Merci. Bien prononcé, merci. Merci. Alors, vous êtes aussi né à Séoul, et vous vivez, travaillez entre Paris et Séoul actuellement. Vous êtes influencé par la culture bouddhiste, c'est quelque chose où vous insistez. Et après des études aux Beaux-Arts de Marseille, vous trouvez un terrain d'expression particulier, un terrain propice auprès d'une peinture entre le néo-impressionnisme et le style bouddhiste. Vous en peut-être parlerez tout à l'heure. Et c'est à partir des années 2020 que vous vous dirigez, vous dites naturellement, vers la peinture sur toile. Et les productions alors s'enchaînent, et vous consacrez donc à présent votre vie à votre art. Et c'est comme une évidence pour vous aujourd'hui cela. Même si vous faites beaucoup d'huile, de peinture, ça ne vous empêche pas, et vous ne vous interdisez surtout pas de vous intéresser à d'autres techniques comme l'impression numérique, la technique digitale. On en a des exemples évidemment ce soir sur notre exposition, et même la peinture murale. Et vous vous intéressez notamment, on le verra tout à l'heure, à une question: qu'est-ce que la peinture contemporaine de nos jours? À côté de moi, alors là je vais essayer aussi d'être... donc n'hésitez pas à reprendre. Alors c'est Hui Gangli.
Lee. Pardon. Donc vous êtes né en Corée du Sud et vous étudiez encore actuellement à la Sorbonne toujours, hein, à l'école des arts de la Sorbonne. Qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui, Vos études commencent d'abord évidemment en Corée du Sud par le design industriel. Après, vous avez l'envie de vous exprimer à travers la création artistique, et à ce moment-là, des projets s'intensifient et vous décidez alors de vous installer à Paris pour continuer vers cette voie-là, plus vers l'art, concrètement vers l'art. Et donc, c'est ce déplacement géographique, ce contact avec une nouvelle culture a durablement influencé et notablement changé vos valeurs, votre regard sur le monde, et bien évidemment ce nouveau regard influence votre création artistique. Donc évidemment, on pourra en discuter de cette altérité dans l'art. Donc, je ne manque pas de mentionner donc les deux autres artistes, deux artistes coréennes de l'association AJAC qui ne sont pas présentes ici, mais qui sont bien présentes sur les murs du patronage avec Jules Vallès. Et donc, il s'agit, alors peut-être vous pouvez les dire pour moi parce que j'éviterai les deux autres artistes d'écorcher leur nom. Est-ce que vous pouvez les mentionner pour moi, les deux autres artistes? Il s'agit donc de Hyojin Lim. Hyojin. D'accord. Et de, alors Madame Park, c'est Ye Jong Park. Ye Jong Park. Ça, bon, excusez-moi, je suis. Alors, peut-être première question, si vous pouvez nous présenter l'association l'AJAC, hein, association des jeunes artistes coréens, et donner des exemples de diffusion d'art, et puis peut-être pourquoi tout simplement cette association. Vous êtes leur président, donc on a la chance d'avoir le président. Oui, en tant que représentant, mais je vais vous parler un petit peu pour notre association qui s'appelle AJAC. Ça veut dire que l'association des jeunes artistes coréens, qui a été fondée en 1983 avec les jeunes peintres coréens qui étaient aux écoles d'art. Puis, en 2003, on commence à pour aller plus loin. En 2003, on commence à accueillir les autres domaines comme les sculptures ou des vidéastes ou de quelqu'un qui fait des performances. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et pour cette année, on va avoir 40e anniversaire. Du coup, en Corée, bientôt, on va faire pour bien célébrer, on va faire une grande exposition à Séoul. Ce sera à peu près 50 personnes, 50 artistes, qui étaient aussi notre membre d'artistes. Quoi d'autre? C'est ce que j'ai oublié. Et aussi, on est comme vous, c'est patronage laïque. Déjà, tout d'abord, j'aimerais bien remercier de nous accueillir pour donner très bonne opportunité pour faire une très belle exposition. Du coup, en tant que comité de notre association, j'essaie de chaque année on parle en votant, on sélectionne d'abord le président chaque année. Du coup, moi, depuis l'année dernière, je suis président. Et en tant que président, je me sens que j'ai beaucoup de responsabilités. Du coup, j'essaie de faire mon mieux, par exemple, pour trouver des endroits pour bien exposer. Pas que pour les galeries, et aussi chercher à montrer et présenter nos membres d'artistes
comme au centre d'art ou des endroits qui pour faire une exposition. C'est pas forcément on va faire c'est pas forcément on trouve des galeries. On trouve aussi des endroits, soit comme dans un café ou en autre endroit. Du coup, l'idée, c'est, en tant que jeune artiste, c'est, on va essayer, on va tenter de trouver et montrer comment on peut bien s'exprimer et trouver notre opportunité. Ouais. Merci. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose sur votre participation à cette association? En tant que jeune artiste, c'est quand même super d'avoir ce genre d'opportunité déjà pour rencontrer des gens et aussi pour avoir l'opportunité de montrer nos œuvres et tout ça. Donc ça, c'est juste purement être membre dans cette association, ça donne une bonne motivation. Ça, comment on peut dire, on dit que c'est un peu comme mettre du charbon dans un train, comme ça peut être continué, pour nos avenirs, etc. Donc je pense que l'existence de cette association, c'est très important au moins pour moi. D'accord. Ouais. Un bon carburant, ça vous permet de... Oui, c'est voilà. ça, ouais. Ouais. Ah oui, pardon. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en tant qu'étranger en France, nous, pour les Coréens, au début, il n'y a pas beaucoup de réseaux pour se communiquer entre les Coréens. Du coup, pour s'aider, il y a un peintre, le premier président qui s'appelle Kwon Young-ho. Il a créé pour cette exposition. Du coup, l'exposition, notre association, à la fois pour aider entre les artistes coréens, mais on ne va pas rester que entre nous. On veut aussi bien partager et communiquer avec les Français, ouais, avec les gens qui habitent en France. Ouais. Alors donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une exposition collective. Alors quand c'est une exposition collective, il faut bien répartir l'espace qui est dédié à l'exposition. Donc je voudrais vous poser cette question. Comment vous avez organisé, vous avez réparti entre vous cinq l'exposition, voilà, l'espace qui vous était imparti. Dites-nous comment, voilà, parce qu'il y a un espace, vous êtes 5 artistes. Comment vous avez décidé de mettre des œuvres ici à vous ou comment, voilà, comment vous avez organisé ça? Au moins pour moi, c'était facile, comme j'utilise pas vraiment le mur. Ça devait être, au milieu flottant. Donc, moi, j'étais un peu, je dirais pas que j'étais égoïste, mais je peux utiliser ici, là, non. Vous êtes plutôt au mur, et ouais, je prends là. Donc, pour moi, c'était simple. Et après, pour les autres artistes, ils s'entendaient plutôt bien. Donc, je vous laisse parler, mais pour moi, c'était facile ainsi. Oui, il faut expliquer que votre œuvre, elle se situe en fait dans un... Expliquez-nous exactement pour que le public comprenne. Ouais, c'est les fleurs blanches que j'aurais vues en entrant. Et voilà, c'était une exposition que j'ai déjà réalisée à Gwangju en Corée du Sud. Et aussi une autre occasion dans la biennale Champigny-sur-Marne. Donc, comme j'avais déjà des photos, j'avais déjà expérience de les réaliser. Je savais comment je devais faire. Donc, et voilà, quand j'ai vu l'espace, c'était ah ouais, ça, je vais faire ça. Et j'étais convaincue de moi-même comment ça va être présenté de ça. Donc, pour moi, c'était facile à dire que je veux bien cet espace. Ouais. Et ça permet vraiment d'exploiter les possibilités du lieu, parce que oui, c'est vrai. Oui, avec le temps et avec la météo, l'heure actuelle et tout, c'est super de voir d'ici et aussi comme on peut voir à l'étage aussi, et ça me permet d'exploiter encore une fois, expérimenter encore une fois à avoir à nouveau, mon œuvre. Donc ouais, voilà, c'était très bien. Alors pour vous, c'était les murs. Alors comment ça s'est réparti
Et la question des vitres aussi, faut qu'on explique. Allez-y. Moi, en fait, au début, vous m'avez proposé d'exposer l'espace avec les vitrines au premier étage. Mais c'était un peu compliqué de s'installer. Du coup, moi, je devais changer l'œuvre pour exposer. Du coup, je vous ai proposé l'un de mes œuvres, c'était plexiglas. Du coup, là, c'était plutôt facile. C'était plutôt simple. Parce que on avait des grandes fenêtres, avec des lumières et avec le paysage. Donc pour moi, après. Il y a une première idée qui était un peu plus difficile à mettre, notamment qui pouvait aussi télescoper l'autre œuvre dont vous avez parlé, parce que c'était mais voilà, c'est quelque chose qu'on a aussi un peu construit ensemble, c'est normal. Mais vous avez été très réactive, vous avez pu proposer d'autres solutions en tout cas, c'est vrai que c'était important. Alors pour vous aussi, c'est quelque chose, vous avez profité des vitres notamment aussi. Expliquez. Oui, quand pendant ma première visite d'ici, au centre de patronage laïque, quand je vois des vitrines, ça me donne comme des sentiments enthousiasme, parce que ça fait longtemps que je voulais réaliser mes travaux sur les vitraux, sur les fenêtres. J'ai déjà une expérience pendant le résidence d'artiste à Gwangju en Corée. J'ai réalisé faire de la peinture sur les fenêtres. Mais à ce moment-là, je peins directement avec des pinceaux. Mais cette fois-ci, je ne veux pas me trop déranger. Et aussi, j'ai pas tenté en utilisant des stickers sur les vitraux. C'est pour ça que, voilà, c'est comme je vois cette ambiance, tout d'un coup, j'ai dit, ça, c'est mon terrain. Ouais, ça, j'aimerais bien jouer en profitant de cet bel espace. Avec mes styles on dirait, écriture. Oui, parce qu'en fait, quelque part, dans l'espace, il y a quelque chose de peint et qui se prolonge après par ces stickers, mais qui fait continuité. Il faut l'expliquer aussi, puisqu'il y a une continuité entre ce qui est peint, entre les tableaux, les grands tableaux que vous voyez. Donc, il y a un qui est notamment blanc, un autre qui est noir, avec un contraste. Peut-être que vous pouvez expliquer, parce que dans la tradition coréenne aussi, il y a ce genre de contraste entre soleil et lune, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un rapport moi, j'ai cru voir ça, mais peut-être que vous me direz si vous l'avez pensé ou pas. Peut-être, comme j'ai étudié l'art bouddhiste, surtout peinture bouddhiste, les couleurs, ça vient de ce style de l'art. Et en général, traditionnellement, les Coréens aiment les couleurs primaires. Et aussi, personnellement, je suis proche de bouddhiste, mais j'aime aussi aller à l'église ou aller aux cathédrales. Et aussi, j'aime bien regarder les vitraux, les couleurs de vitraux selon les lumières qui changent. J'étais très fasciné par cet effet de vitraux. Du coup, en considérant cela, j'ai essayé de le réaliser. Alors, vous avez choisi collectivement le thème de l'imaginaire, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi ce thème particulièrement vous a-t-il inspiré? Et puis, une question sous-jacente, est-ce que pour vous, l'imaginaire dit plus que le réel?
Donc 2 questions. Pourquoi l'imaginaire? Et qu'est-ce que vous trouvez en plus dans l'imaginaire que ce qu'on a devant nous? C'est une question que je vous pose à tous les 3. Je crois que c'était moi qui avais proposé ce titre. Ouais, donc je me sens pas obligée d'en parler. Ouais. Mais en fait, il y a, quand je voyais le genre de chacun et tout, il y a un truc, pour dire un truc commun. Je sais pas, je trouvais un sort de esprit pur, on dirait. Et en plus, quand je suis venue ici pour visiter, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de workshops avec les enfants et tout. Donc moi, je me disais, il faut accentuer un peu dans ce sens-là, c'est ce que j'ai ressenti. Donc déjà, en pensant aux enfants, déjà conte, c'était un mot que j'ai pensé. Et après, nous, on a, il y a un sort de thème, sujet un peu qui ressemble, mais quand même la manière de raconter et tout ça, quand même chacun à sa manière. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à la constellation après. Donc en mélangeant conter. Conte. Constellation, je me disais, conte étoilé, ça peut être beau et ça peut faire imaginer les enfants aussi. Donc, c'était pour ça que j'avais proposé ça. Voilà, vous avez d'autres choses que ça vous a inspiré particulièrement, l'imagination ou l'imagination? Aussi, peut-être tout le monde a même expérience comme moi. Moi, quand j'étais petit, aujourd'hui, c'est difficile à regarder les étoiles, mais en raison de pollution. Mais quand j'étais petit, surtout chez mes grands-parents, j'aimerais bien regarder les étoiles. Ouais. En regardant le ciel, ouais, les étoiles, ouais. On peut imaginer plein de choses. Je pense que le racine de l'art, c'est imaginaire. Sinon, c'est en fait grâce à l'imagination, les humains, l'histoire des humains peut développer, comme les technologies aussi. C'est une faculté humaine, en fait, qui est extrêmement développée dans l'art, c'est ça? Oui. Je pense que c'est pour ça que c'est ça, la valeur de l'art, c'est pour faire imaginaire au public, oui. Et nous-mêmes, pour nous aussi. Est-ce que pour vous, l'imaginaire est lié au voyage? Voyage aussi, oui. Voyage, déjà, quand on est en France, c'est un voyage. Alors justement, on va en parler parce que tous les 3, vous êtes installés en France, déjà depuis quelques années quand même. Et donc ça a profondément changé votre regard. Parce que venir en France, quand on vient de Corée, j'imagine que la culture est extrêmement différente. Donc il y a une altérité très forte. Et de ce nouveau regard sur le monde, de découverte d'une culture, a profondément influencé votre regard aussi sur votre art, sur la manière de créer, de la création peut-être. Et est-ce que vous pouvez nous en dire comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est opéré, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Je crois que vous, particulièrement, vous avez été très, très marqué par ça. Et si vous pouvez nous donner des exemples concrets du fait de venir en France, de découvrir la France, et qu'est-ce que ça a pu avoir comme incidence sur l'art que vous avez peut-être avant projeté en Corée du Sud, et une fois arrivé en France, peut-être que ça s'est modifié. Je vous laisse la parole peut-être en premier. En fait, ouais, je suis venue à Paris depuis 3 ans. Ouais. Avant, en fait, pour moi, c'était un grand changement dans ma vie parce que je suis née et j'ai grandi dans la même ville pendant toute ma vie, environ 25 ans. Ouais. Mais après, quand je suis venue en France, j'étais comme bébé. Ouais, avec nouveaux yeux, c'est tout nouveau. Ouais.
Donc après que je suis arrivée en France, j'essaie exprimer ce que je découvre et ce que je regarde et la différence entre deux cultures. Vous avez des exemples à nous donner concrètement? Qu'est-ce qui, par exemple, vous a extrêmement surpris? Par exemple, en fait, je travaille sur les lieux et surtout la montagne, parce que en Corée, les paysages des montagnes, on peut voir très facilement, mais à ce moment-là, je connais pas ces paysages étaient très très beaux, mais en France, il est difficile de voir ces paysages. Une fois que j'ai regardé des photos que j'ai prises auparavant en Corée, ouais, il y avait la photo de montagne. Souvent, j'ai reconnu c'est un paysage très beau et ça me manque. C'était un peu mélancolique. Donc, j'ai décidé d'exprimer avec la manière de création d'art. Ouais, comme ça. Ouais. La nostalgie du pays, quelque Oui. part, au départ. Oui. Ouais. Les paysages sont très différents, évidemment, vous pouvez pas retrouver. Avec le temps, en fait, mais regardez, ça a changé. Oui, c'est influencé par changement de lieu. Ouais. J'ai influencé par deux cultures. Donc, pour vous, ça a été quelque chose de brutal ou quelque chose qui s'est fait logiquement, ou vous avez eu un choc au départ? Puisque vous étiez resté dans la même ville, ouais. Vous êtes arrivé à Paris en premier temps ou... Vous êtes arrivé d'abord à Paris? Oui. C'est un choc quand même quand on arrive à Paris au départ. C'est une ville très cosmopolite avec des gens de toutes les nationalités. C'est pas un choc, mais c'est très c'était un nouveau monde. Ouais. Ouais. Et ça vous a transformé? Vous pensez être transformé? Oui, j'ai beaucoup changé. Oui. Mes identités, mes valeurs. Ouais. Et ça a une influence sur ce que vous faites, sur votre création artistique aujourd'hui? Vous pensez que si vous étiez resté en Corée du Sud, vous n'aurez pas du tout fait la même chose? Le parcours aurait été différent? Ouais, c'était pas la même chose, je pense. Ouais. Je vous pose la même question, parce que voilà, vous êtes installé en France, et est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, par rapport à la vie, comment ça, votre perception du monde, et puis par rapport à votre art? Ouais. Désolé. Depuis que je suis arrivé, j'ai imaginé que je suis devenu comme une éponge pour tout absorber. Soit tout absorber, c'est-à-dire en utilisant mes 5 sensations ou 6 sensations, j'essaie de comparer la culture coréenne entre la culture française. Du coup, ça commence à m'intriguer de faire découvrir. Ça m'aide beaucoup pour comprendre la vie française. C'est pas la question, c'est bon ou pas. C'est en tant que tel, c'est ça. Il y a plusieurs manières de vivre du coup, ça, peut-être l'art aussi pour rencontrer, pour cette expérience aussi beaucoup aidé pour quelqu'un qui crée des choses. Parce que quand je restais toujours en Corée, même en France aussi, c'est pareil, mais si on reste aux mêmes endroits, comme l'eau, ça va être pourrir. Mais si on fréquente
les autres, il y a plusieurs endroits, ça change beaucoup. C'est penser autrement, ça change beaucoup quand la mentalité et aussi ce qui est plus important, je pense que c'est pour comprendre les gens. Ouais. Même on est différents, ça nous aide. Ça nous aide pour comprendre les gens, pourquoi vous pensez comme ça ou pourquoi les Français vivent comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est, il est important, peut-être voire nécessaire, aujourd'hui, dans notre monde mondialisé, qu'un artiste puisse vivre une expérience en dehors de sa culture, en dehors de son pays ou de sa culture surtout, pour pouvoir peut-être développer son art. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui mondialisé, s'imposer aux artistes? Je pense que c'est totalement possible, mais par contre, c'est vraiment dommage aussi. Enfin, c'est déjà une arme qu'on a, et juste jeter cette arme par terre, c'est un peu dommage. Enfin, on a plus d'armes pour gagner. Enfin, c'est pas très sympa de dire ça, mais enfin, disons ça. Et récemment, j'avais lu un interview de RM de BTS. Donc normalement, je suis pas du tout fan de lui. Et enfin, il y avait une question qui était posée plutôt intéressante. Donc enfin, comme le K-pop, c'est un sort de boom en ce moment à la mode. Enfin, donc tous les musiques coréennes, c'est dans les mêmes catégories K-pop, même si c'est un truc plus balade, enfin plus enfin hip-hop et tout ça, c'est toujours dans le même catégorie. Donc enfin, la personne a demandé à RM comment vous pensez, et lui il a dit ouais, enfin peut-être on peut penser que c'est un sort dommage que notre musique ça doit tout reste dans la même catégorie, mais quand même K-pop c'est un sort de premium label que les autres générations a battu autant pour avoir quand même que ça soit connu, ça soit entendu, etc. Donc moi je trouve que c'était très intéressant. Donc enfin moi ça m'a donné plus motivation que d'être plus fière d'artistes coréennes, pourquoi pas. Et voilà, moi je pensais que c'était une sorte de choc pour moi il y a 2 jours. Et enfin je pense que c'est très important pour nous aussi, pour être plus ouverts de ce qu'on a déjà, au lieu enfin, je dirais pas cacher, mais enfin, pour profiter de ce qu'on a déjà chez nous. Ouais. Je sais pas. Alors, déjà, vous avez fréquenté des écoles d'art, tous les trois, en France. Et donc, j'aimerais avoir votre avis. Comment percevez-vous l'apprentissage de l'art ici en France par rapport déjà à la Corée du Sud? Comment déjà à l'école d'art on apprend à être artiste? Est-ce que vous avez, vous êtes à la Sorbonne, vous avez fréquenté les Beaux-Arts à Marseille, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport avec l'enseignement déjà? Bon, en fait, j'ai fait les designs en Corée. Du coup, je peux pas exactement comparer entre apprentissage coréen. Est-ce qu'il y a des méthodes qui vous ont surprise? En fait, en Corée, c'est méthodologie, c'est un peu plus académique. Ouais. Mais là, en France, la France, j'ai l'impression que c'est plus important de l'autonomie. Ouais. L'autonomie étudiante. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui peut surprendre peut-être quand on est en Extrême-Orient, c'est un peu de parler de soi et d'être soi en tant qu'artiste. Ouais. C'est difficile, ça? Ouais, surtout au début. Ouais, en fait, je suis entrée à la Sorbonne. Directement, comment dire. J'ai pas de temps en France pour apprendre le français. Vous adaptez. Ouais. Je suis entrée directement à la Sorbonne après. Ouais. Je devais parler devant les Français. Donc au début c'était tellement compliqué. Ouais. D'accord. Ouais.
Et pour vous, à Marseille, quelle expérience aux Beaux-Arts à Marseille? Déjà, l'éducation coréenne, c'est comme Hugues nous avait dit que c'est comparé en France, c'est plutôt subjectif. C'est pas subjectif, comment on dit? Passif, un peu passif. On pose pas trop poser des questions pour les professeurs, pour les enseignements. C'est difficile. On pense comme si on est difficile pour poser des questions pendant les cours. C'est un peu moins actif. Mais ce que j'ai remarqué en France, c'est pour apprendre, c'est très important, mais aussi important, le plus important, c'est comment on pense, même si c'est faux, même si on a tort, on peut s'exprimer nos idées. Oui, il faut développer ses propres idées. Ouais, c'est ça. Même on fait des bêtises. Ouais, c'est ça, les étudiants, il faut faire des bêtises. Ça, c'est le pouvoir. Si on compare au plus loin, c'est parce qu'en Corée, c'est un peu ça. Quand j'étais étudiant en Corée, c'est comme si je dois trouver très bonne réponse, mais la vie, déjà, il n'y a pas de réponse. L'art aussi, c'est pareil. Comme, de cette manière, ça, ouais. Déjà, il y a une grande différence entre la Corée et la France. Et aussi, l'éducation entre Beaux-Arts et l'université. Moi, je préfère plutôt aller aux Beaux-Arts par rapport d'aller à l'université. Peut-être c'est en raison de mon caractère, j'aimerais plutôt, au lieu d'expliquer quelque chose de très compliqué, j'aimerais tout de suite réaliser. Dans la pratique, vous êtes dans la pratique. Ouais. Par contre, quand j'étais à l'université, je me sens que comme je suis devenu comme un menteur. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu peux pas dire c'est bon ou pas, mais selon mon caractère, je préfère réaliser directement. Ouais. Ouais, je préfère le système de Beaux-Arts. Ça a l'air plus libre. Et moi, je suis pas un fumeur, mais je suis fumeur passif. Mais au Beaux-Arts, on peut fumer aussi pendant le cours. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je peux pas vraiment comparer. Enfin, comme j'étais pâtissière avant, j'ai pas fait vraiment mes études en Corée, mais je trouve que c'est très intéressant. Enfin, je sais pas, c'était déjà très intéressant d'être à la fac aussi. Enfin, pour moi, ça change bien parce que voilà. Enfin, moi aussi, j'ai fait des beaux-arts dans les petites villes et j'étais au Beaux-Arts de Perpignan qui est fermé déjà, définitivement. Donc nous, on était dernière classe. Enfin bref. Donc l'art, comment ça se faisait? Il donnait un sujet pour une semaine et après c'est entre les étudiants de trouver. Il y a toujours une sorte de leader. Donc tous les étudiants de première année, cinquième année étaient tous mélangés et on discutait. Chacun fait des fois un peu rôle de professeur et tout. Donc c'était vraiment cool. Finalement, j'ai changé la région aussi, mais c'est très dommage de perdre cette école. Mais quand même, la manière comment ça se faisait là-bas, au moins là-bas, comme j'ai vécu ça, et ça se fera jamais en Corée, quoi. Donc, je trouve que c'était très intéressant. Ouais. Très belle expérience. Et alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler, en tant qu'artiste contemporain, de vos influences les plus remarquables? Parce que voilà, il y a peut-être des artistes, plus particulièrement, qui vous inspirent, qui vous incitent à créer, qui sont une source d'inspiration pour vous.
Répétez-nous encore, s'il vous plaît. Je parle simplement des influences artistiques. Est-ce qu'il y a des artistes qui soient contemporains ou qui soient passés, qui vous inspirent, où vous trouvez dans leur réflexion, dans leur art tout simplement, une source d'inspiration qui vous permettent de continuer. Je peux continuer. Moi, j'ai commencé mon carrière artistique en rencontrant un artiste. C'était vraiment par hasard. Et donc j'étais étudiante à Épinal et comme c'est une école jumelle avec Sully à Metz, il y avait un stage qui était proposé pour les étudiants aux écoles d'art à Metz et aussi à Épinal. Donc c'était participer à un montage de artiste japonais qui s'appelle Tadashi Kawamata pour à Centre Pompidou à Metz. Donc, c'était vraiment par hasard. Juste une semaine avant cette proposition, on a regardé un documentaire sur lui. Et déjà la manière, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est quelqu'un qui travaille avec des bois. C'est un peu moitié architecture, moitié l'œuvre d'art. Donc c'est très brut et tout ça. Et donc la manière comment il travaille aussi, c'est lui, il promène. Oh oui, ça c'est cool. Il prend ça. Donc la manière comment il travaille et tout ça, c'était vraiment. Mais c'est quoi ce monsieur? Je trouvais juste personnellement, cette personne est intéressante. Et comme la semaine prochaine, par hasard, comme il y avait cette exposition, cette proposition, je me disais, c'est bien, comme ça fait un peu sortir de Épinal aussi, allons-y. Et là, quand je travaillais là, en fait, comme vous avez déjà dit, moi, je devais abandonner cette idée d'aller au Japon à cause de ces séismes. Et en fait, cette exposition qui s'appelait Under the Water, ça parlait de ce séisme. Donc, c'était installer des morceaux de bois, au niveau de plafond, pour réaliser la vue des gens qui ont été sous l'eau pendant le tsunami. Donc, c'était vraiment comme par hasard. Ça me parlait beaucoup déjà personnellement. Et j'ai trop aimé travailler avec lui. Donc depuis ça, je faisais toujours des stages avec lui, au Japon, en Corée, en France. Donc pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a fait rentrer dans ce chemin et tout. Donc pour moi, c'est Tadashi Kawamata toujours. Même si j'aurais 70 ans, ça sera lui, mon artiste. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez vous aussi un artiste, une artiste qui a vraiment, c'est quelque chose qui vous a un peu éclairé ou peut-être décidé d'aller faire une carrière en tant qu'artiste En fait, moi, tout a commencé par l'impressionnisme. En fait, je suis pas très peinture, mais on faisait grandir en regardant des peintures d'impressionnisme. Et je suis souvent allée au musée, même en Corée, où il y avait exposition temporaire, comme dans Orsay, etc. Je suis souvent allée avec ma mère. En fait, du coup, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de venir comme lui, peut-être. Tout a commencé par l'impressionnisme. Voilà. Impressionnisme, donc. Ouais. Et vous n'avez pas de... Bon, en général, oui, je respecte tous les artistes, mais je peux pas dire si je devais trouver quelqu'un, c'est pas un humain, c'est la nature. Oui. C'est la nature. On reconnaît l'inspiration bouddhiste. Alors, peut-être une dernière question, puis après, on laissera le public poser les questions. Je voudrais un peu donc vous entendre sur la place de l'art contemporain en Corée du Sud aujourd'hui, et peut-être comment vous pouvez décrire l'art contemporain en Corée, quelle place elle occupe dans la société aujourd'hui, autant quels sont les artistes, la place de l'artiste dans l'artiste contemporain, et puis qu'est-ce que la société de Corée du Sud en attend de l'art d'aujourd'hui. Là, c'est une question assez difficile pour moi. Comment je peux dire? Peut-être si on dirait que l'art contemporain, c'est toujours, peut-être en France aussi,
c'est toujours difficile, incompréhensible. C'est quelque chose un peu absolu, ça veut rien dire, mais quand même, l'art contemporain, la valeur, c'est nous faire imaginaire. En Corée, l'art contemporain, ça, c'est en train de se déplacer dans nos vies, je peux dire comme ça. Parce qu'avant des années 50, c'est-à-dire que après la guerre coréenne, c'est évidemment, on peut pas profiter de l'art. On peut pas profiter de l'art, le premier but, c'est comment on peut survivre, malgré des désastres, la situation après la guerre. Mais petit à petit, selon l'économie, on commence à accepter l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? C'est une décoration ou pas? Mais moi, de temps en temps, au moins une fois par an, je suis allé en Corée pour voir quelle est c'est quoi la différence déjà l'année précédente ou l'année dernière ou entre l'année dernière ou maintenant. Ça change beaucoup en Corée. Surtout l'année dernière, il y a 12 ans à peu près, l'économie pour l'art, c'était très accueillant, c'était comme la mode. Je pense que c'est en raison de Covid, même les personnes qui sont jeunes, ils commencent à acheter des œuvres, même si des jeunes artistes. Ça intéresse davantage la jeunesse, l'art contemporain en Corée? Mais je me demande, est-ce que c'était le vrai intérêt ou ça apporte plutôt gagner l'argent, comme on dit. C'est comme Paris. Il y a un lien avec l'argent, avec l'œuvre d'art en tant que marchandise. À ce moment-là, le marchand pour l'art, c'était très positif. Mais d'un coup, cette année, ça redescend. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas comment dire, ça lié comme si la mode. Ouais. C'est le marché de l'art qui est important. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que comment vous voyez la place de l'art contemporain dans votre pays? Ouais, il y a déjà cette collection de œuvres d'art, enfin un peu la mode boom de collectionner les œuvres d'art, mais aussi quand il y a des expositions comme en Corée, enfin c'est vraiment quand on fait quelque chose, il faut prendre des photos, selfies et donc ça peut être un peu dommage, mais c'est très important de montrer sur les réseaux sociaux à quel point je suis culturelle, donc même si on s'en fout pour de l'exposition, c'est très important d'y aller, de prendre des photos, montrer que j'étais présente, etc. Donc, même s'il y a ce côté un peu sombre, mais quand même, le fait même qu'il y a des jeunes gens qui sont intéressés, qui sont là quand même, et déjà acheter le billet, etc. Et ça motive les autres, etc. Donc, quand même, c'est déjà bien avoir ce genre d'attention. Et aussi en parallèle, il y a aussi beaucoup d'endroits indépendants aussi. Donc il y a beaucoup d'arts expérimentaux et tout ça. Donc moi je trouve que il y a vraiment beaucoup de potentialité au moins. Oui. Donc vous pensez que ça va se développer dans l'avenir? Moi je crois, oui. Vous partagez cet avis? Je partage. Oui, quand même Oui, quand même cette action, cet phénomène peuvent au moins les gens peuvent accéder facilement aux arts contemporains par rapport à avant. Ouais.
Oui, il y a une ouverture pour tout le monde. Voilà, ouverture pour tout le monde. Je vous remercie encore. Voilà.